d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, je vous remercie. Merci encore, cet exposé extrêmement complet. Donc, évidemment, je pense que vous avez un certain nombre de questions à vous poser. Je pense que votre curiosité est en pleine effervescence. Et donc, si vous souhaitez donc poser des questions, vous pouvez les écrire sur le chat et je vous donnerai ensuite la parole. À moins que vous ne souhaitiez pas prendre la parole, et dans ce cas-là, je pourrais moi-même vous poser ces questions. Peut-être pour commencer, peux-tu donner, Cyril, quelques livres qui ont été écrits bon, par Duchâteau ou par Jean Gaultier, même si ceux de Jean Gaultier sont difficiles à se procurer, puisqu'évidemment ils sont épuisés pour la plupart, mais est-ce que tu peux donner quelques titres, s'il te plaît? Alors évidemment, je peux donner quelques titres. La plupart des livres de Jean Gaultier, ben non, tous les livres de Jean Gaultier d'ailleurs sont épuisés, sont pas réédités, donc vous pouvez les retrouver que sur les sites où on vend des livres d'occasion, comme Amazon hein, par exemple. Donc de toute façon, le plus simple c'est de se procurer les livres de Jean Duchâteau. Donc je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit que les livres de Jean Gaultier étaient épuisés. Hein, donc je précise, c'est pas les livres de Jean Duchâteau. Donc le plus simple, c'est de se procurer les livres de Jean Duchâteau, qui ne sont pour la plupart en fait que des précisions et des synthèses encore des livres qui ont été écrits par Jean Gaultier, dont les livres d'ailleurs, il faut le préciser, pour la plupart n'ont pas été tous édités. Alors je peux citer là-dedans un livre qui est très intéressant, qui est le livre sur le sommeil et les rêves, qui s'appelle d'ailleurs tout simplement comme ça, Le sommeil et les rêves, de Jean Duchâteau. Vous avez le livre de synthèse globale sur tout ce que je viens de raconter là aujourd'hui, mais disons bien plus développé évidemment, qui est Le secret dévoilé du corps et de l'esprit. Alors vous avez la Bible de Jean Duchâteau, euh, qui est euh, qui est le livre qui s'appelle Origine glandulaire des troubles mentaux. Donc ce livre constitue vraiment un récapitulatif complet de, de tous les troubles mentaux dans l'ensemble général, de tous les... c'est même pas que les troubles mentaux en fait, hein. Il y a pas mal d'affections qui peuvent nous toucher, qui sont là-dedans aussi, qui n'ont pas tout à voir avec le manteau. Alors je réfléchis un peu. Dans l'absolu, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vérifie un petit peu dans ma bibliothèque en même temps, parce qu'en principe, je les ai tous. Ah bah oui, forcément, il y en a un qui est très intéressant, c'est l'harmonie et les dangers de la sexualité. Alors celui-là est très intéressant également. Donc ça rejoint un petit peu le dernier point là dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est sur la glande génitale, donc avec la glande endocrine qui est la glande anti-sexuelle. Et donc là, c'est l'explication justement de ce que peuvent, de ce que la sexualité, disons, mal utilisée, si on peut dire ça comme ça, peut provoquer. Donc voilà, même ça, c'est les plus importants. Donc j'ai cité le secret dévoilé du corps et de l'esprit, connaître l'harmonie, les dangers de la sexualité, je viens de le faire, l'origine glandulaire des troubles mentaux, donc le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Et donc voilà, là, j'ai cité, disons, les plus importants. Mais sinon, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, qui s'appelle donc www.endocrino-psychologie.org, où vous aurez un récapitulatif de tous les bouquins qui ont déjà été écrits à ce sujet-là. Merci beaucoup. Donc là, tu as donné les références de Jean Duchâteau qui sont disponibles. Ceux de Jean Gaultier sont très très difficiles à trouver. Donc bon, on peut quand même donner quelques titres, hein. L'enfance glandulaire inconnue, Freud a menti, Dernière et nouvelle connaissance sur l'homme. Et puis Oui, disons qu'il y a Dernière et nouvelle connaissance sur l'homme, ça c'est livre vraiment de synthèse des travaux de Jean Gaultier. Donc il y a L'homme, ce glandulaire inconnu et L'enfant, ce glandulaire inconnu, Freud a menti. Euh, Là maintenant, je vois plus de têtes comme ça, dans les bouquins du moins, qui est moyen de se procurer encore. J'en vois plus d'autres là pour l'instant. Révélation sur la sexualité que j'ai réussi à trouver, donc qui a donné lieu, enfin qui est la base évidemment du livre suivant de Jean Duchâteau sur donc les risques de la sexualité, ça l'harmonie et les risques de la sexualité, ce que tu as dit tout à l'heure. Alors justement, ça permet de faire le lien avec une question de Tomsk qui demande si l'abstinence sexuelle
est un stimulant pour la glande génitale, dont tu as dit qu'elle était la glande de la moralité. Bah, cette question me paraît un peu orientée, hein, mais évidemment. En fait, il est évident qu'à partir du moment où vous considérez que la glande, donc c'est ce que j'expliquais dans le dernier chapitre, que la glande génitale endocrine ne trouve sa place que dans les interstices des cellules reproductrices, il est évident que moins l'activité reproductrice comment dire, est engagée, donc au plus l'endocrine verra ses capacités développées. Donc c'est évident. Donc il est évident que ça va de pair. Donc c'est une sorte d'antagonie entre la sexualité et la sécrétion hormonale de la glande endocrine des cellules interstitielles de la génitale. Merci beaucoup. D'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une conférence de Jean Duchazot précisément sur la question de la sexualité. Ça pourrait être très intéressant. Alors, je vais relayer la question de M. Le Coq-Gain qui demandait quelle était la place de l'endocrinopsychologie dans le monde scientifique. Alors, puisqu'il estimait qu'il ne voyait que des informations reliées au site endocrinopsychologie.org. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu quelle est la place, ou quelle place mérite-t-elle, du moins, sans doute un peu plus que la place actuelle? Mais en fait, la remarque est très bonne et c'est d'ailleurs la raison de vie de notre site internet, parce qu'avant qu'il y ait notre site internet qui a été créé ici simplement au début de l'année, mais il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que c'est ces Jean Duchazot qui, de ses petits bras, avait repris toute cette science en disant à lui tout seul, qui n'a pas, on va dire, peut-être pas, je veux dire, mais l'envie, mais du moins les capacités d'effectuer toutes ces démarches sur Internet. C'est la raison pour laquelle donc notre petite équipe, donc il y a Hassan Slimani, Catherine Falip et moi-même, qui avons décidé en fait de développer cette science par notre site internet. Alors, il est prévu, pour répondre, de publier tous les articles, parce qu'évidemment Jean Thier et Jean Duchazot, à eux deux, en ont récolté et en ont gardé des dizaines, parce que des preuves de notre théorie évidemment existent, comme je l'ai dit au tout début de la conférence. Donc il est prévu de les publier sur le site internet. Bon, un petit peu à la fois, évidemment on se développe, on a tous nos activités à côté, donc on essaye de faire ça au mieux. Mais de toute façon, il est prévu de publier tout ça et justement de faire en sorte que la lumière soit faite. Très bien. Alors, une question qui est directement connectée à celle qui précédait et à la réponse que tu viens de formuler. Pourquoi la médecine moderne rejette-t-elle l'endocrinopsychologie? Alors moi, je dirais qu'elle l'ignore, mais tu vas le dire toi-même. Ben oui, elle l'ignore. En fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. En fait, en fait, ça rejoint un petit peu un des points dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la question du dogme scientifique. Le problème qui s'est posé, c'est que au tout départ, fut créé le dogme scientifique de la prédominance nerveuse, donc la prédominance du cerveau. Le dogme a été posé, et autour de cela, s'est créée une science, pas du tout synthétique, que sont d'ailleurs les neurosciences. Alors il faut savoir que ça a drainé des quantités de nouvelles recherches, des quantités de nouvelles médecines, des quantités de monde et d'argent d'ailleurs aussi. Hein. Donc il faut savoir que toutes ces neurosciences ont créé des tonnes d'emplois, des tonnes de choses qui font que, évidemment, maintenant, il y a disons, une telle masse qui s'est constituée autour de ce phénomène qu'il n'est presque pas possible de remettre ça en question. On voit un petit peu la même chose dans d'autres domaines, que ce soit pour le climat ou bref d'autres choses. La science est partie tellement loin dans un raisonnement que pour admettre l'endocrinopsychologie, ils sont quelque part obligés d'admettre qu'ils se sont trompés presque depuis le début. Bon, ça paraît peut-être un petit peu présomptueux ce que je dis là maintenant, mais en fait c'est la réalité. C'est la réalité. Ils sont obligés d'admettre que la première prémisse de leur raisonnement
est tronqué. Le cerveau n'est pas directeur. Le cerveau n'est pas... Et on a les preuves, hein. D'ailleurs, visitez notre site tout de suite, là vous verrez, on a une page qui s'appelle preuves, il suffit de les lire, et puis les preuves parlent d'elles-mêmes, hein. C'est très 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 simple à comprendre, il faut pas être scientifique pour les comprendre. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Et là maintenant, on est dans les conséquences des conséquences des conséquences des conséquences de la création de ce dogme, ce qui fait que pour revenir dessus, on est obligé de foutre plein de monde au chômage, pour parler vulgairement. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, il y a plusieurs questions, mais chacun aura le temps de l'exprimer. Enfin, du moins, je la relirai. Je relirai chacune des questions. Donc, question suivante. Est-ce qu'un traitement endocrinien peut se substituer à la prise ou à la prescription d'antidépresseurs? Alors, ben, la réponse à cette question est toute simple, c'est qu'un traitement endocrinien ne peut pas se substituer à la prise d'antidépresseurs, il doit se substituer à la prise d'antidépresseurs. Les antidépresseurs n'ont qu'une utilité, c'est une utilité en fait sur la thyroïde, c'est-à-dire une utilité qui est d'activation de sa sécrétion hormonale, ou au contraire, en fait, l'antidépresseur viendra comme une sorte de drogue stimuler sans cesse la thyroïde et la fatiguer complètement. Ce qui fait que, comme la drogue, cette prise d'antidépresseur sera obligatoirement de plus en plus importante. Les gens qui feront face à cette prise de drogue, je vais dire, sont obligés d'en prendre de plus en plus, ce qui fait qu'à un certain moment, mais il y aura cassure. Il y aura cassure parce qu'ils seront obligés d'aller beaucoup plus loin toujours plus loin dans l'addiction. Tandis que le traitement glandulaire, ben, c'est un traitement à la base. Alors évidemment, en fonction des cas, ça doit se faire en douceur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sous antidépresseur depuis de nombreuses années, ben, on peut pas aller lui dire comme ça, tout d'un coup, comme des cow-boys, ben voilà, t'arrêtes tout et tu commences avec nous, c'est pas possible. Ça, il faut être honnête avec les gens, on peut pas leur dire ça. Parce que si vous leur dites ça, il y aura un tel choc qui va se créer suite à, disons, suite à l'arrêt de cette prise d'antidépresseurs. Et puis, les gens seront obligés, à un moment donné, de toute façon, de passer à l'arrêt. Mais progressivement. Nous, on propose l'arrêt par petite dose, en sachant que en quelques mois, pas mal de personnes ont eu beaucoup de résultats. Merci beaucoup. Alors, puisque là, on est dans le domaine des troubles mentaux, etc., je relais une question de Maloc, donc, qui demande s'il y a un lien entre les glandes endocrines et les troubles de la personnalité, comme par exemple les profils de type qu'on appelle borderline parfois. Alors oui, exactement, et c'est une excellente question. Il y a un lien, et ce lien est tout à fait évident. Il est d'ailleurs tout à fait développé dans le livre sur les troubles mentaux de Jean Duchazot, donc origine glandulaire des troubles mentaux. Alors, pour faire simple, le lien avec ce genre de maladie, c'est qu'on a toujours affaire à une hypofonction de la glande génitale endocrine, dans tous les cas. Toutes les personnes qui sont atteintes de ce genre de maladie, je vais dire dans un sens large, ont affaire à une hypofonction de la glande génitale qui n'aura donc plus les capacités nécessaires pour aller, disons, apaiser ou activer les autres glandes. De cette façon-là, elles ne pourront pas, ces personnes-là, disposer, hein, comme je disais tout à l'heure, la glande génitale, c'est la glande de la liberté, du libre arbitre. Ces personnes-là ne pourront pas disposer de la liberté suffisante, de la volonté suffisante pour aller au-devant de leurs pulsions. Alors ça peut se manifester dans des tonnes de façons différentes, parce que bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure, les hypophysaires ont voulu tout séquencer, tout diviser en petites catégories. Mais le trouble mental en général n'a qu'une cause, c'est l'hypofonction de la glande génitale. Parce que si vous regardez quel est le point commun entre toutes ces personnes qui souffrent de troubles mentaux, quels qu'ils soient, hein, parler de la schizophrénie, en passant par n'importe quelle affection,
Ces gens-là ont toujours une absence, un problème d'attention et un problème de volonté. Toujours. Ces problèmes d'attention, ces problèmes de volonté sont reliés directement à notre capacité de sécrétion de la glande génitale endocrine, donc de la glande interstitielle. Donc oui, évidemment, il y a un lien. Alors, on peut parler peut-être tout à l'heure, peut-être pas maintenant, mais de la méthode. On préconise, nous, une méthode de soins par champ magnétique, qui est donc la darsonvalisation. J'en ai parlé un petit peu au tout début, pendant le portrait de Jean Gauthier. En fait, c'est une méthode de soins donc par champ magnétique, et qui va provoquer quelque part une excitation de la glande endocrine génitale, en provoquant une sorte d'équilibre au départ artificiel de la personne, mais au fur et à mesure du temps, cet équilibre pourra s'enregistrer. Et c'est un petit peu ce que préconise notre méthode. Alors j'interromps un petit peu là parce que j'entends beaucoup de l'arsène dans les écouteurs, donc je sais pas d'où ça vient. Alors je sais pas si la technique peut faire quelque chose. Donc voilà. Très bien, en tout cas, merci de la réponse. Pour les petits problèmes techniques, on va essayer de les régler au fur et à mesure. Alors, il y avait quelques questions sur votre explication de la question des antidépresseurs, votre réponse sur les antidépresseurs. Bon, par contre, je vais poser une question, relayer une question concernant la pornographie et sur l'influence de la pornographie. Mais oui, effectivement, ça va toujours rejoindre la même chose, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc la facette endocrine et exocrine de notre sécrétion génitale, c'est toujours la même chose. C'est une sorte de vase communicant. Voilà, il faut voir. Voilà, j'ai trouvé l'exemple. Il faut voir ça comme ça. Vous avez un vase communicant. Donc la place, elle est dans l'un ou elle est dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez les testicules ou les ovaires, il y a une place, on va dire X qui est disponible. Là, je parle très simplement. Je schématise à fond. Hein. Donc, vous prenez par exemple la testicule, le testicule, pardon. Il y a une place X qui est disponible. Plus la place est donnée à la cellule reproductrice, et moins forcément il y a de place pour les cellules interstitielles. C'est logique, c'est mathématique, il n'y a pas plus simple. Et donc moins il y aura de possibilités pour la glande génitale interstitielle d'effectuer son action. C'est pas plus compliqué que ça. Alors lorsque, par exemple pour la pornographie, cette pratique est répétée et enregistrée, et alors là, on fait intervenir l'aide de la thyroïde, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des enregistrements qui se font et donc des automatismes qui se font. On acquiert des habitudes. Et alors, il y a des habitudes qui vont être automatiquement enregistrées, ce qui fait que petit à petit, les cellules reproductrices vont prendre le pas sur la glande génitale interstitielle. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que plus on a une habitude à la vertu, je vais dire, plutôt qu'à ce genre de pratique, eh bien, plus on arrive à faire le pas sur cette pratique, mais plus ça devient facile, en quelque sorte. Parce que plus votre endocrine va petit à petit un peu grappiller un petit peu de chemin sur votre glande exocrine et va permettre de pouvoir se développer plus facilement. Et donc plus elle se développe, plus elle aura de facilité pour se développer forcément, vu que c'est elle-même qui a l'outil en elle, cette sécrétion endocrine, pour développer la volonté qui est en vous. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que, bon, ça paraît très simple comme raisonnement, mais c'est beaucoup plus facile, par exemple, lorsque vous avez une addiction, mais même quelle qu'elle soit, quand vous arrêtez, par exemple, de fumer, quand vous arrêtez la drogue ou même l'addiction au sexe, hein, simplement, mais le premier jour d'arrêt est beaucoup plus difficile que le 50e.
Quand vous avez déjà arrêté depuis 50 jours, arrêter un jour de plus, c'est très facile. Par contre, quand vous arrêtez depuis un jour, arrêter un deuxième jour, bon, bah, c'est compliqué. Mais la raison, elle est là, c'est tout simple. C'est que l'enregistrement se fait au fur et à mesure du temps, ce qui fait que vous avez une sorte de comparaison qui s'installe. Alors là, ça fait intervenir l'hypophyse et qui va permettre de comparer ce qui est réalisable, ce qui est possible et de permettre justement de passer outre ces comportements. Merci beaucoup. Alors, tu aurais pu éventuellement passer par une description du processus psychophysiologique de la masturbation. Peut-être qu'on y viendra après. En tout cas, merci de la réponse. Je vais laisser la parole à Sérotonique. Oui, bonsoir. Moi, c'est pour poser une question. Tout d'abord, pour nuancer quand même quelque chose que vous avez dit, en biologie, en physiologie classique, on ne sous-estime pas du tout l'importance du système endocrinien et des organes, donc c'est-à-dire des glandes endocrines qui y sont associées. D'ailleurs, en médecine classique, il est courant de définir, d'associer par exemple certains dysfonctionnements de glandes endocriniennes à des comportements qui sont d'ordre psychologique. Un hypothyroïdien, un hyperthyroïdien, ça va être associé à un certain nombre de comportements, et là, ça vous rejoint complètement. Alors, est-ce que vous ne tombez pas dans le tout endocrinien, puisqu'il y a quand même un autre grand système important qui est le système nerveux, avec ses deux grandes ramifications, système nerveux central, système nerveux périphérique. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est quel est le lien, selon vous, entre l'hérédité et le système endocrinien dont on hérite? C'est-à-dire dans quelle mesure, parce que finalement, quelle est la plasticité de ce système endocrinien selon vous? Parce que pour les autres systèmes, il y a une certaine plasticité. Toujours, on est le produit de l'expression de nos gènes et puis des expériences, des traumatismes, des habitudes qui sont prises ou pas prises. Est-ce que finalement, c'est-à-dire quelle est pour vous la marge de manœuvre, la plasticité disponible de ce système endocrinien pour rétablir des déséquilibres, ou est-ce qu'on n'est pas finalement condamné à vivre avec ce dont on a hérité, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas quelque part victime de l'atavisme qui nous est transmis? Donc voilà mes questions. Et juste un point quand même sur les antidépresseurs. Les antidépresseurs, ça fonctionne en empêchant la recapture de la sérotonine qui est donc neurotransmetteur du système nerveux central. Donc je ne pense pas que ça ait un lien direct sur le système endocrinien. En réalité, ce que ça produit, c'est une espèce de surconcentration de sérotonine, donc une euphorie, ça se traduit par une euphorie, dans les synapses. Donc le problème effectivement à l'arrêt, c'est que il faut que le système retrouve un équilibre et on peut tomber finalement plus bas que ce qu'on essaie de vivre. Ça, c'est une précision. Voilà, donc Cyril répondre après cette question, enfin plusieurs questions d'ailleurs, dans cette même intervention. Oui, mais j'étais occupé justement de finir de les noter. Mais d'ailleurs là j'en ai noté 3. Il y a au moins 3 questions ici. Alors voilà. Alors, la première question, voilà, je reprends un peu mes notes. Donc, est-ce que, voilà, il faisait la remarque de dire que la science moderne, la science actuelle ne sous-estimait pas du tout les glandes endocrines, elle l'associait à des comportements, etc. Elle reconnaissait bien leur rôle dans pas mal de choses, mais tout en l'associant à des comportements, par exemple, voilà, la thyroïde, etc. Il n'avait pas donné d'exemple, mais bon, je vois exactement de quoi il veut parler. Pour répondre à cette question simple, mais si la science moderne sous-estime le système endocrinien, parce qu'elle ne l'estime pas premier, c'est tout simple. À partir du moment où elle ne l'estime pas premier et qu'il est premier, voilà, il y a une sous-estimation qui est là. C'est pas tout de reconnaître par les effets de réversibilité ou autres que la thyroïde provoque les états d'excitation ou que la surrénale provoque les états de colère par exemple. C'est pas le tout de dire ça. Il faut à un moment donné aussi reconnaître que le cerveau n'est qu'une zone d'enregistrement.
et n'a aucune direction qui s'effectue depuis le cerveau. Donc à partir du moment où, je veux dire, tant que cette mise au point ne sera pas faite, oui, la science moderne sous-estime le système endocrinien, qui n'est relégué d'ailleurs qu'à une, je veux dire, qu'à une spécialisation de la médecine, parmi d'autres, alors que le système des glandes endocrines, c'est le système d'étude de l'homme en général. Bon, voilà maintenant ce que j'en pense. Évidemment, c'est pas moi qui le pense d'ailleurs. C'est Jean Gauthier et Jean Duchazot parce que je crois que je reflète un petit peu leur pensée sur cette réponse. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ici également comme question? Voilà. Alors le patrimoine glandulaire. Alors ça c'était une excellente question aussi. Ben voilà, on voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Donc on voit que alors j'en suis où là? Oui voilà, l'enregistrement, l'hérédité. Euh, donc est-ce qu'on est victime de l'atavisme? Bon, effectivement, on hérite du patrimoine glandulaire de ses parents. C'est-à-dire que voilà, lorsque voilà, monsieur et madame X et Y font un enfant, ils transmettent par leur code génétique leur patrimoine glandulaire. Il est plus ou moins évident que deux grands thyroïdiens ne feront pas un grand hypophysaire. Bon, évidemment, les gènes récessifs, etc., qui font que deux personnes qui ont des yeux marrons peuvent avoir un fils à des yeux bleus, mais c'est quand même des cas, voilà, des cas de... Moi, je vous parle des généralités. Hein, donc évidemment qu'il y a une hérédité, donc un atavisme qui est présent, mais alors ensuite la réponse à la question c'est est-ce qu'on est victime de cet atavisme? Mais non, pas du tout, pas du tout, parce que ces glandes, comme je disais, non d'ailleurs je n'en ai pas encore dit, d'ailleurs c'est une bonne remarque parce que c'est vraiment un point très très important. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de toujours on n'a pas toujours le temps de pouvoir tout expliquer, mais ces glandes ne sont pas déterminantes. Elles sont conditionnantes de notre état. C'est-à-dire que, au contraire des animaux, nous gardons toujours une liberté, un libre arbitre qui nous permettra, sauf pour les cas extrêmes, certains des fous, des gens qui ont des graves troubles mentaux, mais nous aurons toujours une capacité à pouvoir par notre libre arbitre, et donc forcément le libre arbitre assisté par notre sécrétion endocrine de la glande génitale, nous aurons toujours une capacité à pouvoir aller au-delà de nos tendances. Quelqu'un qui est un grand thyroïdien, qui est avide de jouissance de tout type, mais s'il travaille très fort sur sa glande endocrine, mais pourra dépasser cette tendance. C'est pas on n'est pas déterminé. On n'est pas comme les animaux, on n'est pas né avec une obligation d'être dans un carcan. Non, on a une tendance. Alors on n'est pas victime, voilà, de cet atavisme. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors qu'est-ce que je pouvais comme question principale. Alors est-ce qu'on peut me rappeler ce qu'il y avait encore d'autres comme questions dans les trois questions? Il y avait aussi quelque chose sur la sérotonine, mais bon, c'était... Oui, non, mais parce que je me permets de poser cette question parce que finalement, les développements récents, on se rend compte du rôle tout à fait fondamental de la sérotonine, donc qui est un neurotransmetteur qui agit au niveau du système nerveux central et qui est en fait les substances qui sont utilisées comme antidépresseurs sont utilisées essentiellement pour moduler la recapture. Et là, on a des effets spectaculaires, hein, c'est-à-dire on a des gens qui peuvent passer d'un état d'euphorie à un état de dépression profonde. On a même corrélé le fait chez des populations et ce de manière tracée, statistique. Là, on pourrait donner des articles sur PubMed sur la corrélation entre cette sécrétion de sérotonine et l'agressivité des personnes. Donc c'était juste une remarque par rapport à votre remarque, c'est-à-dire que de mon point de vue, la sérotonine agit sur le système nerveux central.
Mais alors je vais répondre tout à fait simplement, mais oui, effectivement, la sérotonine agit sur le système nerveux central, c'est tout à fait juste, et votre remarque est tout à fait judicieuse d'ailleurs, mais il faut savoir que donc la sérotonine, bah, vous le savez d'ailleurs bien mieux que moi, apparemment, c'est que la sérotonine, donc comme vous l'avez dit, c'est un neurotransmetteur, donc c'est un accélérateur de la transmission qui va se faire. Mais c'est nullement, disons, le précurseur, par exemple, comme l'hormone thyroïdienne. Donc c'est-à-dire que sur une tendance existante, sur une transmission qui s'effectue le long d'un nerf pour remonter vers vers le système nerveux central, eh bien, vous avez la sérotonine qui va être là pour exciter cette transmission. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui est dépressive, quel effet aura la sérotonine? Eh bien, c'est une personne qui, par exemple, pour laquelle la transmission est faible, la sérotonine va être là. C'est un peu l'huile dans l'engrenage, si vous voulez ce que je veux dire. Mais si le moteur est foutu, vous pouvez mettre autant d'huile que vous voulez. L'engrenage ne se fera pas mieux. Je sais pas si je me fais un petit peu comprendre. La remarque est judicieuse, hein, mais c'est pas suffisant. Le système des glandes endocrines, parce que faut savoir que que l'excitation, les états d'euphorie, etc., sont impossibles sans thyroïde. Vous pouvez avoir toute la sérotonine que vous voulez. Si la personne n'a pas de thyroïde ou comment dire, une sécrétion de thyroïde inexistante ou très faible comme un hypothyroïdien congénital, eh bien, il n'est plus possible, même avec sérotonine, pour cette personne d'éprouver la moindre euphorie. Donc voilà, la sérotonine effectivement est un neurotransmetteur très 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 efficace, mais je vais comparer ça peut-être un peu faussement, mais à l'huile dans l'engrenage, à ce qui va permettre de faire circuler l'information plus vite. Mais c'est pas elle qui est à la base de l'information. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors là, il y a deux grandes questions que j'aimerais un peu résumer. Quelqu'un nous demande par exemple quelles seront les avancées concrètes de la médecine si elle reconnaît l'endocrinopsychologie. Alors je crois que par l'étendue des thèmes abordés, des livres, hein, des références qu'on a données, on voit à quel point l'endocrinologie permet de donner une réponse à de grands problèmes humains. Et question à laquelle va répondre Cyril, qui permet aussi peut-être de donner une idée de cette étendue, c'est une question donc plutôt voilà, concernant le déroulement des séances de darsonvalisation et peut-être un exposé rapide de quelques cas qui permettent de donner l'idée en fait de l'impact que peut avoir l'endocrinopsychologie. Alors effectivement oui, la darsonvalisation, donc la méthode de soins par les champs magnétiques, donc c'est la méthode qui est préconisée au cabinet de Jean Duchazot à Paris. Donc c'est une méthode, donc, comme je disais tout à l'heure, de soins par les champs magnétiques. C'est une méthode qui va en fait... donc ces champs magnétiques, pour expliquer ça simplement, vont provoquer une sorte de mini, on va dire, agression dans le système des glandes endocrines. Ce qui va obliger la glande génitale interstitielle à réagir pour provoquer un équilibre général au niveau des autres glandes. Donc c'est quelqu'un qui est par exemple qui est nettement déséquilibré, qui a une tendance par exemple thyroïde trop forte ou des choses comme ça, ou l'hypophyse ou peu importe. Eh bien, cette personne-là, grâce à la sécrétion donc de la glande génitale endocrine, va pouvoir se rééquilibrer. Et celle-ci, en fait, va être permise par cette petite excitation qui aurait été subie lors de ce champ magnétique. Au fur et à mesure de ces séances, l'état va aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'on va provoquer une sorte d'enregistrement. Donc un automatisme à nouveau. Hein, donc les comportements s'enregistrent, que ce soit positif ou négatif, et au fur et à mesure du temps, les engrammations vont se faire. Hein, les engrammations, donc ça c'est l'enregistrement dans le cerveau, vont se faire et vont permettre de faire en sorte justement que on ait une habitude à l'équilibre. Voilà. Simplement pour dire les choses simplement. Alors des cas, j'ai quelques feuilles ici en dessous de moi où j'avais pris des cas concrets de personnes qui avaient été soignées par la méthode, parce que bon, se souvenir comme ça quand on est en live, c'est pas toujours évident. Alors, voilà, ici il y avait un cas donc d'une personne qui avait été consultée, donc c'était une personne de 29 ans. Voilà, donc il a expliqué le cas en détail.
Alors, monsieur X, 29 ans, célibataire, employé de banque, sujet timide, craintif, émotif, rougissant facilement, mal adapté en société, craignant les contacts, introverti dans certaines situations, pardon, tremblement, sueur, bouffée de chaleur, etc. Alors voilà, 3 séances de larsomalisation. Donc, comment ça fonctionne la larsomalisation, je ne l'ai pas dit. On place une électrode sur l'abdomen, une autre électrode sous le dos, et en fonction de la résistance de la personne, on active donc le champ magnétique, toujours au minimum au départ, et après on augmente en fonction de la réaction de la personne. Tout est à nouveau basé sur l'équilibre, et donc il faudra que la personne qui pratique soit à l'écoute de son patient. Donc au bout de 3 séances, cette personne se sent un peu différent, trouve de meilleures réactions vis-à-vis de ses collègues. Bon voilà, 3 séances. La 5e séance, il sent un net changement. Il se contrôle mieux, il a moins peur d'aborder les autres, se concentre plus facilement et dit contrôler beaucoup mieux son imagination. Il est plus confiant en lui-même et remarque un net affermissement de la volonté. Voilà. 9e séance. Les phénomènes de tremblement, les bouffées régressent nettement. Le patient est d'autant plus enthousiaste que c'était là des phénomènes visibles et fort angoissants pour lui. Le sujet dit se sentir vraiment bien. Aucune méthode ne m'a amélioré ainsi, disait le patient. Alors, 12e séance. Se sent toujours dynamique, plus ouvert, nettement plus sûr de lui, cherche à se faire des relations, des amis, etc. Il dit avoir beaucoup plus d'aplomb qu'avant. Et finalement, 15e séance, il raconte que lors d'une réunion générale de tous les services de la banque où il travaillait, il fut confronté à une situation où ses réactions furent étonnantes. À la fin de la conférence, il a osé se lever, interpeller l'orateur et lui faire part de son avis sur un sujet. Enfin bref, un cas remarquable, par exemple, d'une personne qui, grâce à cette méthode, a quelque part on va dire, acquis une liberté. C'est-à-dire cette personne a pu, grâce à cette méthode, augmenter, donc premièrement, on va dire d'un point de vue technique, la sécrétion de sa glande endocrine, mais de cette manière-là, augmenter sa liberté, c'est-à-dire passer outre ses pulsions, c'est-à-dire les pulsions négatives comme positives. C'est-à-dire que c'était sa thyroïde qui, par son hypofonction lors du contact avec les autres, l'empêchait d'être dans une bonne situation d'adaptation, et de cette manière-là, grâce à ces séances, en fait, il a pu rétablir un équilibre. Donc voilà simplement ce que je peux dire sur ce cas-là. Alors il y a des tonnes d'autres cas, il y a des cas très très particuliers, mais il vaut mieux pas trop en parler pour certains parce que il y a des sujets assez personnels et il y a des sujets assez précis. Qu'est-ce que je peux dire mais disons que j'ai un cas en tête qui est quand même assez remarquable d'une fille qui avait un enfant hyperactif. Alors je dis qu'il y avait un enfant hyperactif parce qu'il ne l'a plus. Il est pas mort, il est là, mais il va mieux. Donc il avait un fils, je crois 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et il avait fait pas mal de médecins, toutes sortes de méthodes. Ils en étaient presque venus à lui filer de la drogue, enfin la drogue, entendons-nous, des médicaments pour calmer ses nerfs, comme disait le médecin, alors que ça n'a rien à voir. Et ce petit enfant qu'il a fallu déjà placer sur la machine, c'était déjà toute une expédition, il devait presque être à deux pour le tenir, pour mettre les électrodes sur lui. Ah bah, ce petit, au bout de quelques séances à peine, a commencé à se calmer, a commencé à réacquérir de l'attention. Donc l'attention, c'est comme la liberté, c'est ce qui permet de passer outre nos pulsions pour se fixer sur quelque chose et pas se laisser divaguer. Donc ça, c'est un cas assez remarquable également. J'ai également en tête des cas de base d'eau. Donc le base d'eau, en fait, c'est les hyperthyroïdies assez marquées. Donc c'est des personnes qui ont la thyroïde qui fonctionne très très fort. Alors des personnes assez agressives, assez très 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 excitées tout le temps, assez maigres d'ailleurs parce qu'elles crament toute leur graisse en fait avec la thyroïde. Et il y a des résultats qui sont très 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 surprenants. Hashimoto également. Donc par exemple pour l'Hashimoto, vous avez la plupart des médecins qui vous disent voilà, c'est en fait votre système immunitaire qui sécrète des
comment dire, les anticorps contre votre thyroïde et qui combat votre thyroïde, et ce qui fait que voilà, à terme, en gros, il faudra enlever votre thyroïde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne des extraits glandulaires et on leur dit voilà, c'est une hypothyroïdie d'Hashimoto. Bon, déjà, il faut savoir que l'Hashimoto n'est pas une hypothyroïdie, et c'est une hyperthyroïdie paradoxale, donc c'est-à-dire que c'est une hyperthyroïdie qui allait tellement loin dans la section et dans la fatigue quelque part, bah, qu'elle est tombée en hypofonction, par fatigue, simplement. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils donnent encore des excitants thyroïdiens pour la réveiller, mais elle n'a pas besoin d'être réveillée, cette thyroïde, elle a juste besoin de se reposer. Et bref, bon, il y a des cas comme ça, j'en ai encore des dizaines, mais là, je peux encore en parler pendant 3 heures. Je sais pas ce que je peux dire de plus, si on peut préciser un peu des cas pratiques, c'est avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de cette réponse très complète qui permet d'aborder, d'expliquer à quel point l'endocrinologie peut avoir des effets positifs sur tout un tas de cas déséquilibrés et très très variés selon leur des adaptations. Alors, pour terminer à peu près le panel, puisque comme on disait, c'est une introduction ici à l'endocrinologie, alors ici il y a des questions très précises, mais pour terminer à peu près le panel, enfin ce que j'estime pouvoir être le panel de l'endocrinologie, il y avait une question sur la méditation, enfin sur le yoga, pour savoir si par exemple la méditation, le contrôle des émotions pouvait avoir une influence une influence positive sur les glandes endocrines. Mais déjà, il faudrait préciser c'est quoi le contrôle des énergies. Alors, si la personne veut elle-même prendre la parole, elle le peut. Ce sera notre dernière question. J'étais plus précis, je parlais du yoga Kundalini qui, entre autres exercices, stimulait la fonction de certaines glandes. Mais alors, on peut répondre assez simplement par rapport au yoga, la méditation en général. Alors, je vais dire qu'à ma connaissance, il y a 2 formes de méditation qu'il faut quelque part bien faire la distinction entre les deux. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, je disais, il y a donc 2 sortes de méditation. Il faudra faire la distinction donc entre les deux. Il y a la méditation, on va dire, qui est, donc je connais plus très bien le nom de cette méthode, mais c'est une méthode qui vous permet de rester complètement à l'écoute et de ce qui se passe autour de vous, donc c'est-à-dire dans une perception très globale, en fait, qui se rapporte très fort en fait à la prière, parce qu'elle est, disons, attentive. Donc celle que vous pouvez vous fixer sur une idée précise, la développer, parler éventuellement, et donc ça c'est une forme de méditation donc qui fait naître donc l'attention. Donc cette méditation là qui fait naître qui fait venir intervenir, je veux dire l'attention. Évidemment, l'attention fait la glande génitale endocrine. Forcément, ça va aller dans son appui. Donc, c'est-à-dire que, à nouveau, par des phénomènes d'engrammation, etc., vous allez pouvoir imprimer de nouvelles habitudes et faire en sorte de développer de plus en plus votre glande endocrine. Alors, il y a une deuxième forme de méditation, mais c'est ce que j'appelle la méditation désadaptative. Donc, c'est-à-dire les gens qui font totalement le vide autour d'eux, le vide en eux. On m'a toujours appris, bon, c'est peut-être ma connaissance religieuse qui dit ça, mais que la nature a horreur du vide et qu'à partir du moment où vous videz complètement, vous vous ouvrez à tout et n'importe quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des énergies, mais des énergies positives et des énergies négatives. Hein, et le bien existe, mais le mal aussi. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans un état, on va dire, totalement désadaptatif, et qui vous entraîne en fait peu à peu dans une hypothyroïdie. Alors ça peut être efficace pour certaines personnes, notamment les personnes extrêmement thyroïdiens. D'ailleurs, il faut remarquer que c'est souvent ces gens-là qui sont très attirés par ce genre de thérapie. Il suffit de regarder un petit peu dans les cours de yoga. Je connais quelqu'un qui est prof de yoga et donc j'avais un jour pu discuter avec lui et voir un peu ses élèves, et je m'étais fait la remarque justement que toute la salle en fait était composée pratiquement de thyroïdiens. C'est assez curieux. Et donc le yoga en fait, certains yogas, hein, pas le premier que j'ai cité, est un yoga donc désadaptatif qui va nous couper quelque part de ce qui nous entoure et nous couper du monde plutôt que de nous relier à un point fixe, à une attention.
et qui fait que qui fait que pour moi, hormis certains cas, parce qu'à nouveau tout le monde n'est pas pareil, mais il va provoquer plus un déséquilibre qu'un équilibre général. Donc voilà moi ce que j'en pense, ce que j'en dis, voilà. Je ne parle pas de méditation, hein, Homme Fortin a abordé sur ma question parce qu'il ne connaît pas le sujet. Je parlais d'exercices physiques, d'exercices de respiration qui sont tous sauf méditatifs, hein, et qui sont particuliers surtout de la pratique Kundalini du yoga. Hein. Alors là, moi je pourrais répondre moi-même, puisque le point commun de toute forme de méditation, c'est l'exercice respiratoire. Non, enfin, on peut aussi reporter les gens au petit opuscule d'Alexis Carrel sur la prière. Ça pourrait aussi rentrer dans le cadre du débat, hein, de la question et de la réponse. En tout cas, je pense que le sujet est à peu près clos, à moins que Cyril veuille ajouter quelque chose. Mais j'ai rien de bien particulier à ajouter. Ah, Rien à ajouter. Il y avait une question par exemple sur la pilule. Alors qu'est-ce que tu peux en dire? mais la pilule, on peut répondre très rapidement. Hein. Qu'est-ce que la pilule, si ce n'est, en fait, qu'est-ce que va faire la pilule? La pilule va provoquer un état, donc c'est-à-dire que vous avez chez la femme donc une sorte d'état, donc vous avez les règles qui apparaissent, vous avez un cycle, hein, le cycle menstruel qui est là, qui est déterminé. Ce cycle peut être plus ou moins variable. C'est certain que toutes les femmes n'ont pas un cycle qui est totalement identique. Mais qu'est-ce que va faire la pilule? La pilule va, disons, forcer ce cycle, va quelque part encadrer ce cycle naturel, qui est naturel au départ, elle va l'encadrer. Donc c'est-à-dire qu'en encadrant ce cycle, elle va quelque part enchaîner la glande génitale endocrine à nouveau, et les effets peuvent se déduire très facilement. À partir du moment où vous enchaînez votre glande génitale endocrine, vous la diminuez dans ses capacités, et et quelque part, on en arrive toujours au même problème. C'est-à-dire que vous allez petit à petit entraîner des habitudes. Non seulement, bref, il y a des tonnes d'études qui ont été faites là-dessus. Bon, là-dessus, je vais peut-être pas m'avancer parce que je suis pas au point à ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était cancérigène, choses comme ça. Bon, là, je m'avancerai pas, je ne sais pas du tout. Mais moi, ce que je peux en dire, c'est que la pilule va provoquer le cycle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque chose de tout à fait libre et qui est dû à la base, donc à l'hypophyse, mais ce cycle va devenir va être encadré. Et ce qui fait que ça va laisser peu de place à la sécrétion endocrine qui va se trouver enchaînée simplement, et donc peu de place quelque part à nouveau à la liberté. Voilà, simplement, on peut dire ça comme ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question importante que tu n'as pas abordée jusqu'à présent, bon, qui peut faire sourire bien sûr, mais c'est quelque chose d'extrêmement important chez Jean Gauthier ou chez Jean Duchazot, c'est la question de la masturbation. Est-ce que tu peux en parler? Oui, Jean-Marc, ça fait 2 fois que tu lances la piste, t'avais envie d'en parler. Je dis pas que tu te sens concerné. Loin de moi cette idée. Non, voilà, la masturbation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Jean Gauthier et Jean Duchazot en ont parlé très longuement. C'est-à-dire, c'est très long et très la masturbation. Que va provoquer la masturbation? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, elle va faire appel, premièrement, déjà forcément à la thyroïde, parce que comme on l'a dit, quelle est la glande de la jouissance sexuelle? C'est la thyroïde. Hein, donc ça, c'est déjà un premier point. Mais deuxième point, plutôt que d'avoir affaire à un partenaire pour qui donc on éprouve de l'amour, là on se retrouve tout seul avec notre imagination. Mais l'imagination, c'est quoi? L'imagination, à nouveau, c'est la thyroïde. Et donc, que va provoquer, pour faire très simple, que va provoquer la masturbation? Mais une attaque sur 2 plans en même temps de la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde se fait attaquer, entre guillemets, de à gauche et à droite. Et ce qui fait qu'elle peut se vider complètement de sa substance et entraîner
une chute, lorsque cette pratique est répétée et à nouveau enregistrée, une fatigue intense de la thyroïde. Alors, Jean Gauthier et Jean Duchazot ont, dans leur livre, parlé de plusieurs conséquences qu'ils croient être dues donc à la masturbation, et pas des moindres. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous fatiguez votre thyroïde, qui est la glande de la vitalité par excellence, mais voilà, c'est très simple. C'est la glande la seule qui avait une action sur toutes les activités, toutes les fonctions humaines, c'est la thyroïde, comme on l'avait dit au départ. Mais forcément, ça va s'en ressentir. Si vous avez une thyroïde qui est esquintée, qui est complètement foutue, il faut pas s'étonner après que ça va s'en ressentir sur des tonnes des tonnes des choses, que ça peut aller dans tous les comportements végétatifs, comme la digestion, des choses comme ça, mais également dans les troubles mentaux. Donc, donc voilà ce que je peux en dire. Je peux préciser encore un peu plus, mais voilà, est-ce que c'est suffisant? Bon, merci beaucoup. Important, enfin, en tout cas, ça prend une grande place dans les écrits de Gauthier de Duchazot. Donc, c'était pas moi spécialement qui voulais en parler, mais bon. Je plaisantais. Pour revenir à la méthode de Darsan-validation, pour savoir combien de Tesla sont nécessaires pour avoir une réaction donc, lors de la méthode de Darsan-validation, pour avoir donc cette réaction positive. Alors excuse-moi, ça a été complètement entrecoupé ce que tu m'as dit, donc j'ai pas compris. Alors lors de la méthode, lors des séances de Darsan-validation, avec l'utilisation de la machine placée sur, avec des capteurs placés sur l'abdomen, etc., combien de Tesla ou de volts sont-ils nécessaires pour obtenir une réaction? Mais en fait, on peut répondre tout simplement que c'est pas du tout une question de Tesla, mais c'est une question de fréquence. C'est la fréquence qui est importante. En fait, la fréquence, bon, il y a une tranche, mais disons que pour faire simple, elle doit se situer aux alentours du mégahertz. Donc, ce qui était considéré comme des hautes fréquences à l'époque, est considéré maintenant comme une simple moyenne fréquence. Donc, ce qui est très important, c'est que le champ, au-delà de la force, de l'intensité du champ, mais c'est la fréquence qui compte. C'est ça qui est très important. Donc, là, donc ça va de 1 MHz à 10 MHz. Et à partir du moment où vous êtes là-dedans et que vous pouvez moduler, hein, effectivement, il y a des gens qui sont plus réceptifs à 3, d'autres plus réceptifs à 8, etc. Bon, là, on module comme on veut. Mais ce qui est important, c'est la fréquence. C'est là-dedans qu'il faut se retrouver. Et après, c'est du réglage en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus réceptives à plus ou moins de mégahertz. Bon, ça, c'est une question de ressenti. C'est-à-dire que, à nouveau, tout va se baser sur quand vous êtes avec un patient, quand vous êtes avec une personne, il faut être à l'écoute. Hein. Il faut savoir, bon ben voilà, est-ce que ça a été mieux? Ben écoutez, la dernière séance, je me suis senti assez fatigué, c'était un peu trop fort. Ben voilà, donc là, à ce moment-là, on sait qu'il faut baisser. Par contre, si la personne n'a rien senti du tout, ben on sait qu'on peut y aller un peu plus franchement. Voilà. Le reste après, c'est de la manipulation entre guillemets, c'est de la pratique. Et donc voilà ce que je peux en dire. Très bien, cette conférence du dimanche 17 juillet avec Cyril Cousins et son introduction à l'endocrinopsychologie est donc terminée. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine conférence dès dimanche prochain. Merci. Et encore une fois, désolé des petits désagréments techniques et des petites coupures que vous devez probablement ressentir à l'enregistrement. Merci.